Nous sommes en 1749. Le château de Vincennes est une prison. Parmi les détenus, il y en a un que l'on surnomme par dérision Socrate. Ce prisonnier a un tel besoin d'écrire qu'il écrase des bouts d'ardoise pour en faire de l'encre et utilise un cure-dent comme plume. Ce prisonnier écrivain s'est donné une mission: rassembler toutes les connaissances en un grand ouvrage, les sciences comme les techniques, diffuser largement ses savoirs pour que se répandent les progrès et une nouvelle façon de penser, basée sur la raison. Diderot a alors 36 ans. Dès sa sortie de prison, il se lance dans cette folle entreprise qui va occuper les 20 prochaines années de sa vie. Tout est prévu. Il faut de l'argent et une souscription est lancée. Un prospectus publicitaire explique le projet. Réaliser un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il faut une autorisation légale. Des éditeurs viennent d'obtenir un privilège royal pour traduire un dictionnaire technique anglais. Une protection idéale pour Diderot, qui vient d'être incarcéré pour ses idées sur le développement de la vie. Une protection d'autant plus nécessaire qu'il a en tête un projet bien plus ambitieux qu'un simple ouvrage technique. Il veut pouvoir examiner tous les domaines en utilisant les armes du bon sens et de la raison. Comme il le dit, il s'agit de changer la façon commune de penser. Diderot fait équipe avec le scientifique d'Alembert et réunit autour de lui les esprits les plus brillants de l'époque. Montesquieu, Voltaire, Rousseau participent à l'ouvrage. Pour organiser cette immense entreprise du savoir, ils établissent un arbre de la connaissance. Tous les domaines, jusqu'au plus précis, sont classifiés, des différentes matières constituant le monde aux différents types de spectacles. Le lecteur pourra rapidement trouver le passage qui l'intéresse. Le premier tome sort rapidement. Et dès la première page, l'esprit libre des auteurs apparaît. C'est une dédicace au ministre d'Argenson, celui qui a permis à Diderot de sortir de prison. Diderot et d'Alembert la signent, vos très humbles et obéissants serviteurs. Des manières bien dans l'esprit de l'Ancien Régime. Mais les deux auteurs signalent dès les premières lignes leur façon de penser. L'autorité suffit à un ministre pour lui attirer l'hommage aveugle et suspect des courtisans, mais elle ne peut rien sur le suffrage du public. Diderot signifie à Monseigneur d'Argenson qu'il le respecte pour ce qu'il est et non pour son pouvoir. L'ouvrage avance à grands pas. L'optique et l'astronomie, la géographie, la géométrie, les mathématiques, la médecine, les méthodes agricoles, l'artisanat, les arts du bâtiment et même les métiers de la coiffure. Tout ce que les hommes peuvent penser, connaître et faire s'assemble grâce à l'énergie de Diderot. Mais ce chef d'orchestre de la connaissance veut aussi insuffler ce qui a permis au savoir de se constituer. La liberté pour chacun de raisonner par soi-même. Alors, l'encyclopédie attaque le fanatisme. C'est un zèle aveugle et passionné qui naît des opinions superstitieuses et fait commettre des actions ridicules, injustes et cruelles. Les auteurs réfléchissent aussi sur l'autorité. L'autorité suppose du mérite dans celui qui l'a. Nous sommes à l'époque de la monarchie absolue de droit divin, et les encyclopédistes commencent leur article politique par « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. » Et ils poursuivent « La liberté est un présent du ciel, et chaque individu a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de raison. » C'est un nouvel horizon qui est proposé à l'humanité. Abolir l'esclavage, la superstition, le vice et le malheur. En 1757, ce sont déjà 7 volumes qui sont publiés et rencontrent le succès. Mais certains milieux s'indignent. De puissants ordres catholiques condamnent l'encyclopédie, accusés de saper l'autorité religieuse. L'arbre des connaissances place à son sommet
l'entendement, c'est-à-dire la compréhension et la raison humaine. Pour les ordres religieux, c'est Dieu qui aurait dû être placé en haut. Le pape intervient, met l'encyclopédie à l'index, c'est-à-dire interdit sa lecture et sa possession. En 1759, le privilège royal qui autorise l'œuvre est supprimé. Le Parlement condamne tous les exemplaires de l'encyclopédie à être brûlés. Des hommes en armes saisissent les manuscrits et les copies. Des années de travail semblent perdues. Mais Diderot lance la contre-attaque des encyclopédistes. Il confie à un magistrat haut placé et insoupçonnable, Malesherbes, des copies à cacher. Voltaire s'indigne. Déjà 7 volumes avaient paru. On les traduisait en italien, en anglais, en allemand, en hollandais. Et ce trésor ouvert à toutes les nations parlait français. Madame de Pompadour, l'amie du roi, manœuvre dans les couloirs du pouvoir. À l'issue d'une formidable bataille d'influence, l'encyclopédie est sauvée. Diderot a échappé à un retour à la prison de Vincennes, mais il a perdu son ami, d'Alembert, qui préfère renoncer. Pas question pour Diderot qui vient de trouver une nouvelle ruse pour continuer l'encyclopédie. Faire imprimer les prochains chapitres en Suisse, où ni le pape, ni le roi de France n'ont autorité. Ou plutôt faire semblant. En vérité, l'encyclopédie continuera à être imprimée en cachette à Paris. En 1765, ce sont 10 nouveaux volumes qui sont édités. Malgré les interdictions, le succès de l'ouvrage s'amplifie. L'encyclopédie sera plusieurs fois rééditée et aidera étudiants, scientifiques, artisans, architectes à réaliser leurs projets. Avec sa volonté de tout décrire, Diderot a considéré son ouvrage comme inachevé. Pourtant, il avait bien atteint son but. L'encyclopédie rassemble l'essentiel des connaissances de son époque. Elle propage l'esprit de curiosité, l'envie d'apprendre et de raisonner par soi-même.